Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette analyse assez lumineuse d'une relation et de cette détérioration d'ailleurs permanente. Ce qui est extrêmement important, je pense qu'on ressent dans votre propos, c'est le poids des hommes. Autant des hommes comme Daladier, comme Gamelin, comme Bonnet ont sans doute été traités par l'historiographie française et n'en sont pas forcément sortis d'ailleurs très grandis. Autant peut-être que justement, pour en débattre avec les autres intervenants, il faudra statuer sur finalement l'image du colonel Beck, la manière dont est jugée sa politique par l'historiographie polonaise, sur laquelle d'ailleurs il a témoigné donc, en publiant cet ouvrage dernier rapport. Alors donc l'effondrement de 1940 et pourtant le sursaut de la relation franco-polonaise incarnée par le général Sikorski et par l'armée de l'Ouest. C'est un épisode qui souvent est un petit peu oublié, négligé, d'autant que cet engagement polonais, c'est un engagement militaire sur tous les fronts, naval, aérien, terrestre, même dans le domaine du renseignement. Pour nous en parler, le professeur Mikołajczyk vient de l'université de Poznań. C'est un grand spécialiste de l'histoire des relations internationales. Il s'inscrit dans la grande tradition d'études françaises de l'université de Poznań, portée par exemple par le professeur Schramm. Et donc, sur ce sujet, De Gaulle et Sikorski, globalement la coopération entre ce gouvernement polonais en exil et la France libre pendant la guerre, je lui cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Et mon intervention va porter sur les relations entre le général de Gaulle et le général Sikorski avec l'Union soviétique au fond. Mais je voudrais commencer par... au début, je voudrais présenter les moments les plus importants de la carrière militaire et politique du général Sikorski, qui sera l'un des héros de ma présentation. Et le général Sikorski est né en 1881 en Galicie, dans la monarchie d'Autriche-Hongrie, après les études à la Polytechnique. Et il entre à une école militaire autrichienne. Avant la Première Guerre mondiale, il s'engage dans le mouvement politique. Il est proche du socialisme, alors il est proche de Piłsudski et à l'époque il s'engage aussi très activement dans la fondation des organisations indépendantistes polonaises. Et pendant la Première Guerre mondiale, il combat dans les légions polonaises. Mais sa véritable carrière, sa grande carrière, aussi bien militaire que politique, commence dans la Pologne indépendante après 1918. Et tout d'abord, il s'illustre pendant la bataille de Varsovie au cours de la guerre polono-bolchevique. Et en 1920, ensuite, il est nommé à la tête de l'état-major polonais en 1921. Et en 1922, après l'assassinat du président Narutowicz, la Pologne se trouve dans une crise très importante. Alors, pour calmer la situation, le général Sikorski est désigné comme Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il restera à son poste jusqu'en 1923. Là, c'est une photo où, pendant la visite du maréchal Foch à Varsovie en 1923. Et je voudrais tout de suite souligner que dès le début des années 20, le général Sikorski noue des relations très proches avec les responsables militaires français, comme par exemple le maréchal Foch, mais aussi le maréchal Pétain ou le général Weygand. Par exemple, les deux livres de Sikorski seront préfacés, le premier par Foch, le deuxième par Pétain. Après son départ du gouvernement en 1923, il revient encore l'année suivante pour occuper le poste du ministre des Affaires militaires. Pour Sikorski, tout va changer brusquement en 1926 après le coup d'État de Piłsudski. Il faut dire que Sikorski est en conflit avec Piłsudski depuis la Première Guerre mondiale. Après 1926,
et Sikorski sera écarté de tous les postes, et jusqu'en 1939, il restera à la disposition du ministre des Affaires militaires sans aucune affectation. Pendant ce temps, il va passer plusieurs années en France, il va étudier à l'école supérieure de guerre, entre autres, et c'est une occasion pour lui pour connaître encore mieux la France et d'entrer dans les relations encore plus proches avec les responsables français, aussi bien militaires que politiques. Et dans les années 30, notamment après la mort de Piłsudski en 1935, Sikorski se décide à organiser l'opposition politique. D'abord en 1936, il va former avec Paderewski un mouvement que l'on appelle le Front Morge. C'est une organisation qui est fondée en Suisse, qui deviendra l'année suivante un fondement pour le Parti du Travail, Stronnictwo Pracy. C'est un mouvement démocrate chrétien. Et en 1939, Sikorski voudrait s'engager dans la guerre, mais il n'obtient aucun poste. Donc finalement, il se retrouve en France et avec le soutien très important du gouvernement français, il va devenir Premier ministre polonais dans le gouvernement polonais en exil. Alors, la première question, pourquoi le gouvernement français s'engage si activement dans les affaires polonaises, et notamment pourquoi le gouvernement français soutient le général Sikorski. Je pense qu'il y a deux raisons pour cela. Tout d'abord, le gouvernement français ne veut pas que le nouveau gouvernement polonais, le gouvernement en exil, soit une continuation de Sanatia. Alors il faut chercher quelqu'un d'autre. Sikorski est un candidat idéal parce qu'il est considéré comme francophile. En plus, comme je l'ai dit plusieurs fois, il a des relations très proches avec les responsables français. Donc, un candidat idéal pour les Français qui l'acceptent comme Premier ministre du gouvernement polonais en exil. Alors, le 30 septembre, le président Raczkiewicz le nomme Premier ministre. Quelques semaines plus tard, il sera nommé commandant en chef de l'armée polonaise. Ce séjour en France, Sikorski consacre notamment à l'organisation de l'armée polonaise. Il faut dire qu'à ce moment-là, les soldats polonais qui se trouvent sur le territoire français, c'est environ 100 000 personnes. Après la défaite de la France en juin 1940, le gouvernement polonais s'établit à Londres. Et à ce moment-là, où le général de Gaulle apparaît sur la scène, c'est à ce moment-là où les deux généraux vont essayer d'entrer dans les relations. Alors, qui commence? Qui fait le premier geste? Avant de répondre à cette question, une photo qui nous présente le général Sikorski avec les soldats, en Grande-Bretagne avec Churchill, et avec Churchill et de Gaulle. Alors voilà, qui va faire le premier geste? En fait, c'est le général de Gaulle qui va faire ce premier geste. Pourquoi? Je pense que la réponse est très simple. Le général de Gaulle, qui est à la tête de la France libre, se trouve dans une situation très délicate. Il cherche un soutien pour son mouvement là où c'est possible. Alors il compte sur le gouvernement polonais et le 14 juillet 1940,
il va envoyer une lettre au général Sikorski. Nous avons ici cette lettre dans laquelle il rappelle ce moment où les soldats français, les soldats polonais étaient ensemble, sont arrivés en Grande-Bretagne à bord des bateaux transportant les troupes polonaises. Voilà. Il profite de cette occasion pour nouer les relations avec le général Sikorski. Et quelle est la réponse de Sikorski? La réponse est très courtoise, mais à vrai dire, il n'y a aucun geste plus concret de sa part. Sikorski est plutôt réticent s'il s'agit du général de Gaulle ou en général s'il s'agit de la France. Et comment expliquer cette réticence? Tout d'abord, Sikorski, qui comptait beaucoup sur la France en 1939-1940, est très déçu par la défaite française. Pour lui, c'est un échec personnel. Alors, il se méfie, si je peux le dire, de tous les Français. Deuxièmement, qui est le général de Gaulle en juillet 1940? Il est l'un des candidats possibles s'il s'agit de l'avenir de la France. Peut-on miser sur quelqu'un qui n'a pas de soutien, de véritable soutien, d'autant plus que sur le territoire français, gouverné par Vichy, il y a encore beaucoup de Polonais dont le sort dépend de Vichy, et aussi leur Polonais qui est sous le contrôle de Vichy. Alors il y a plusieurs éléments qui lient le gouvernement polonais en exil avec le gouvernement de Vichy à l'époque. Et on peut dire que à ce moment-là, De Gaulle est l'une des options pour Sikorski et restera l'une des options pour Sikorski jusqu'en 1943, jusqu'à la mort du général Sikorski. Et la question qui va se poser, c'est la reconnaissance de la France libre par le gouvernement polonais. En fait, le gouvernement polonais, déjà en août 1940, commence à envisager la possibilité d'établir des contacts, des relations avec De Gaulle. Mais en même temps, avec beaucoup de réticence pour des raisons que je viens de présenter. Alors, comment entrer dans les relations avec De Gaulle si nous avons encore des affaires à traiter avec Vichy? Une grande question. Alors, les Polonais resteront prudents. Et cette attitude du gouvernement polonais, cette prudence va expliquer le ministre des Affaires étrangères polonaises, August Zaleski, au général de Gaulle, pendant une conversation qu'ils auront au mois d'août. Alors, quelle est la position du gouvernement polonais à l'égard du général de Gaulle et de la France libre en été 1940? Il faut les traiter avec beaucoup de prudence. En 1941, la situation va changer. Et le 24 octobre 1941, le gouvernement polonais reconnaît le général de Gaulle comme chef de tous les Français libres. Et 3 jours plus tard, un protocole secret est conclu entre le gouvernement polonais et le général de Gaulle. Dans ce protocole, le gouvernement polonais et le général de Gaulle expriment la volonté de la coopération dans l'esprit de l'alliance franco-polonaise. Mais la signature de ce protocole ne signifie pas que le gouvernement polonais reconnaît le Comité national français comme gouvernement français en exil. Et deuxièmement, la signification de ce document est affaiblie par le fait que si du côté français,
Ce protocole est signé par le général de Gaulle, du côté polonais, il est signé par le ministre des Affaires étrangères, Edward Raczyński. Ce n'est pas le général Sikorski qui signe ce document. Alors maintenant, en 1941, nous allons entrer dans les relations avec l'Union soviétique. Il y a plusieurs questions litigieuses entre Sikorski et de Gaulle concernant les relations avec l'Union soviétique. D'abord, la frontière orientale de la Pologne. Faut-il, autrement, on peut accepter les changements imposés par l'Union soviétique en 1939 ou refuser toute modification de la frontière. L'avenir de la Pologne, le système politique en Pologne d'après-guerre, le rôle de l'Union soviétique en Europe de l'Est après la guerre, l'alliance avec l'Union soviétique. Faut-il signer une alliance avec l'Union soviétique? Peut-on faire confiance à l'Union soviétique? Et en fait, ce qui intéresse avant tout le général de Gaulle, c'est la place de la France en Europe de l'Est après la guerre. Et comment réagit le général de Gaulle au moment où il apprend que l'Union soviétique est attaquée par l'Allemagne de Hitler? Parce qu'il faut dire que tout change le 22 juin 1941 au moment de l'attaque allemande contre l'Union soviétique. Alors voilà cet extrait d'un document dans lequel le général de Gaulle informe ses collaborateurs comment faut-il réagir ou comment prendre l'initiative à l'égard de l'Union soviétique. Sans accepter de discuter actuellement des vices et même des crimes du régime soviétique, nous devons proclamer comme Churchill que nous sommes très franchement avec les Russes puisqu'ils combattent les Allemands. En même temps, j'ai invité notre délégation à le dire en mon nom à M. Maïski, ambassadeur des Soviets à Londres, le peuple français est avec les Russes contre l'Allemagne. Nous souhaitons en conséquence organiser avec Moscou des relations militaires. Ce document est envoyé le 24 juin, donc 2 jours après l'attaque allemande contre l'Union soviétique. Et dès le début, le général de Gaulle envisage des relations plus proches avec l'Union soviétique. Et déjà au mois d'août 1941, il demande si la Russie serait prête à entretenir des relations directes avec lui et si la Russie serait également prête à exprimer le souhait de restaurer l'indépendance et la grandeur de la France. Le 26 septembre 1941, de Gaulle est officiellement reconnu comme chef de la France libre. Comment réagit le général Sikorski au moment de l'attaque allemande contre l'Union soviétique? En fait, c'est une histoire bien connue. Sikorski est d'une certaine façon forcé par Winston Churchill et se décide à signer un accord avec l'Union soviétique. C'est Churchill qui est derrière, qui veut que cet accord soit signé, mais en même temps, il faut dire que Sikorski comprend bien la situation. Il comprend bien qu'il y a des problèmes qu'il faut résoudre avec l'Union soviétique et ce serait impossible sans avoir un accord signé avec ce pays. Le 30 juillet, l'accord Sikorski-Maïski est signé. Et par ce document, l'Union soviétique annule le pacte Ribbentrop-Molotov, rétablit des relations avec la Pologne et donne son accord à la formation de l'armée polonaise en Union soviétique. Mais en même temps, il faut souligner que c'est un document très, très ambigu, très controversé. Et je ne vais pas maintenant analyser ce document, mais finalement,
finalement, on peut constater que les Polonais vont découvrir rapidement qu'ils auraient dû quand même travailler mieux sur la rédaction de ce texte. Cet accord avec l'Union soviétique, signé par le général Sikorski, conduit à la crise au sein du gouvernement polonais parce qu'il y a un certain nombre de ministres polonais qui refusent de soutenir la politique du général Sikorski, et après la signature de cet accord, tout simplement, ils vont démissionner en signe de protestation. Fin novembre, le général Sikorski va partir pour Moscou, où les 3-4 décembre, il rencontre Staline. Pendant cette rencontre avec Staline, il va signer un accord sur l'armée polonaise en Union soviétique. Il s'agit d'augmenter l'approvisionnement pour les soldats polonais. Et il signe aussi avec Staline une déclaration politique sur la lutte commune contre l'Allemagne nazie. Il faut dire qu'après cette visite à Moscou, après cette conversation avec Staline, Sikorski revient plutôt optimiste. Il est optimiste en ce qui concerne la Pologne et l'avenir de l'Europe de l'Est. Il est de plus en plus persuadé que la guerre renforcera la position des États-Unis et du Royaume-Uni, tandis que l'Union soviétique sera soit vaincue, soit au moins affaiblie. Sikorski espère également qu'après la guerre, la Pologne deviendra un pays suffisamment fort pour devenir leader de l'Europe de l'Est et n'aura plus besoin de la France. Voilà une image qui nous montre le moment de la signature de cet accord Sikorski-Maïski. Regardons, il y a Sikorski-Maïski et au milieu, c'est Churchill qui surveille. Ici, Sikorski à Moscou, avec Staline. Et maintenant, passons au moment où nous avons le premier signe de la crise ouverte dans les relations entre le général de Gaulle et le général Sikorski au sujet de l'Union soviétique. Et à l'origine de cette crise, nous avons le discours du général de Gaulle du 20 janvier 1942. Alors, lisons ce discours. Il n'est pas un bon Français qui n'acclame la victoire de la Russie. Dans l'ordre politique, l'apparition certaine de la Russie au premier rang des vainqueurs de demain apporte à l'Europe et au monde une garantie d'équilibre dont aucune puissance n'a, autant que la France, de bonnes raisons de se féliciter. La France, combattante, prouvera sur les champs de bataille actifs et passifs de cette guerre qu'elle est, malgré son malheur provisoire, l'allié désigné de la Russie nouvelle. Alors là, c'est crucial. L'allié désigné de la Russie nouvelle. Je ne sais pas, peut-être vous trouverez la réponse que ça veut dire la Russie nouvelle. La Russie nouvelle, est-ce que c'est la Russie qui est devenue alliée? Peut-être. Peut-être. Mais c'est une réponse possible. En tout cas, le général Sikorski est très inquiet par ce discours. Mais d'abord, rendons la parole au général de Gaulle. En fait, un extrait des mémoires de guerre de Gaulle. Et quand on lit cet extrait, nous avons l'idée d'une rencontre vraiment amicale, presque idyllique. Alors, Sikorski rencontre de Gaulle, lui raconte, résume son séjour à Moscou, caractérise le tsar moscovite et ensuite parle de l'amitié avec la France. Telle est à peu près l'image de cette rencontre que nous avons dans les mémoires de guerre de Gaulle. Un extrait très court. Mais à vrai dire, l'ambiance pendant cette rencontre devait être plus tendue.
je ne pense pas que ça soit une ambiance amicale. Pourquoi? Parce que Sikorski, il est vraiment inquiet, il est vraiment déçu par ce discours de Gaulle et demande pourquoi le journal de Gaulle, dans ce discours, ne fait aucune référence à d'autres alliés. Pourquoi il ne parle pas de la Pologne? Pourquoi il ne parle pas des anglo-saxons? Pourquoi se louange à l'égard de l'Union soviétique? De Gaulle est d'accord, il dit oui, je parlais de l'Union soviétique, c'est vrai. Et Sikorski, en arrivant chez De Gaulle, la rencontre aura lieu 8 jours après ce discours. Il arrive avec un soupçon. Il y a peut-être un accord secret entre De Gaulle et Staline. Si De Gaulle prononce un tel discours, peut-être c'est un signe de cet accord secret. Point d'interrogation. Sikorski ne le sait pas, mais il a des soupçons. Alors, en effet, pendant cette rencontre, l'un des sujets, c'est la visite de Sikorski à Moscou. Mais ce qui est le plus important, c'est que cette rencontre nous montre cette inquiétude, cette méfiance croissante chez les dirigeants polonais. Il ne s'agit pas seulement de Sikorski. Tous les dirigeants polonais sont de plus en plus inquiets par les propos pro-soviétiques du général de Gaulle. Et en 1943, et même encore en 1942, Sikorski aura encore plus d'arguments pour être déçu par De Gaulle. Par exemple, au mois de mai 1942, il y a une rencontre entre De Gaulle et Molotov, le ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique. Il y a aussi ce geste soviétique envers du Comité national français qui est reconnu le 28 septembre 1942. Tout cela inquiète de plus en plus le général Sikorski, qui commence à considérer de plus en plus sérieusement une alternative au général de Gaulle. Pourquoi pas le général Giraud? Il n'est pas tellement ouvert à l'égard des soviétiques que de Gaulle. Peut-être, ce qui est dans l'intérêt de la France, de la Pologne, il faut miser sur le rival de Gaulle, sur le général Giraud. Parmi les questions les plus importantes, s'il s'agit des relations avec l'Union soviétique entre Sikorski et De Gaulle, il y a deux questions particulièrement importantes. D'abord, c'est la question des frontières de la Pologne d'après-guerre. Alors, un autre extrait des mémoires de guerre de Gaulle, et qui nous montre quelle est l'attitude du général français s'il s'agit des frontières de la Pologne. Et alors, il écrit ceci: pour moi, l'idée qu'avait Staline de compenser par des acquisitions en Prusse en Silésie au profit des Polonais les imputations que ceux-ci subiraient à l'Est était fort acceptable. Alors, telle est à peu près la proposition du général de Gaulle qui apparaît dans les conversations avec les Polonais. Vous devez accepter la modification de la frontière orientale, mais en compensation, vous aurez les territoires appartenant à l'Allemagne. Telle est à peu près la proposition du général de Gaulle, déjà en 1943. En fait, il faut le dire aussi que cette proposition du général de Gaulle n'est
pas différente de celle de Churchill, par exemple. Il y a encore Roosevelt qui hésite jusqu'à la conférence de Téhéran. Roosevelt hésite encore, mais finalement, il acceptera la modification de la frontière orientale de la Pologne. En fait, pour les Polonais, pour le général Sikorski, il n'y a aucune possibilité de changer quoi que ce soit s'il s'agit de la frontière orientale. Alors, là-dessus, on ne discute pas. Par contre, Sikorski accepterait les compensations pour la Pologne s'il s'agit du territoire allemand. Alors là, il y a un point commun. De Gaulle et Sikorski sont d'accord que la Pologne pourrait obtenir en compensation les territoires qui, avant la guerre, appartenaient à l'Allemagne. Mais s'il s'agit de la frontière orientale, il y a un désaccord fondamental. Et c'est la première question importante. Bref, sur la frontière orientale, il n'y a pas de compromis entre De Gaulle et Sikorski. Une autre question, c'est une alliance avec l'Union soviétique, la question que M. Frédéric Desberg va développer dans un instant. Alors, pour De Gaulle, il en parle ouvertement depuis 1942. Pour lui, cette alliance est une chance pour la France pendant la guerre, pour la France d'après la guerre, et c'est une chance pour lui, pour son mouvement. Pour Sikorski, il n'y a pas question de faire une alliance avec l'Union soviétique. Mais, en même temps, il comprend ce que j'ai déjà dit, qu'il faudrait trouver des solutions pour les questions importantes dans les relations polono-soviétiques. Pour cela, il était prêt à signer cet accord avec Maïski. Donc, pour De Gaulle, une alliance, c'est qui doit être un fondement, ou au moins l'un des fondements de la politique française après la guerre. Pour Sikorski, un accord pour résoudre des questions qui sont en jeu pendant la guerre, comme par exemple le sort des millions de Polonais qui se trouvent sur le territoire soviétique occupé depuis 1939. En tout cas, s'il s'agit du général de Gaulle, même s'il accepte la modification de la frontière orientale de la Pologne, même si dans les relations polono-soviétiques, il essaye de jouer un rôle d'intermédiaire, ce que les uns et les autres rejettent finalement, mais il faut lui dire aussi que d'ailleurs c'est dans cet extrait, la dernière phrase, mais j'estimais que son intention d'instituer à Varsovie la dictature de Sidewo devait être contrecarrée. Alors, De Gaulle refuse, et pendant les rencontres avec les soviétiques, d'ailleurs à Moscou, il dira aussi qu'il n'accepte pas une autre Pologne que la Pologne indépendante. À la mort du général Sikorski, le général de Gaulle lui rendra hommage par ce message. Voilà, c'est le texte de ce message au président Raczkiewicz. Voilà, c'est le texte envoyé 2 jours après la mort du général Sikorski. Et je passe maintenant à la conclusion. Au moment de l'attaque allemande contre l'Union soviétique, le général Sikorski voit la nécessité de reprendre les relations avec Moscou. Son objectif n'est cependant pas une alliance avec les Russes, mais avant tout la protection des Polonais sur le territoire de l'Union soviétique. À aucun moment le chef du gouvernement polonais n'accepte la modification de la frontière orientale de la Pologne, ce que envisage le général de Gaulle depuis 1943. Pour De Gaulle, l'attaque allemande contre l'Union soviétique est une occasion pour établir des relations plus étroites avec Moscou afin de conclure une alliance. En ce qui concerne les relations polono-soviétiques, De Gaulle veut jouer le rôle d'intermédiaire
en incitant les deux parties à rechercher un compromis. Or, il n'y a pas de compromis s'il s'agit de la frontière orientale ou s'il s'agit de l'avenir de la Pologne. Le chef du gouvernement polonais, en raison des relations de plus en plus étroites de Gaulle avec l'Union soviétique, commence à le traiter avec une méfiance croissante et commence à envisager le soutien à son rival, le général Juron. Je vous remercie.